Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Réinventer votre vie professionnelle. Mon nom est Sarah Berkane et je suis coordonnatrice des relations auprès des membres et fournisseurs pour le groupe Entreprises en santé et je suis en compagnie de notre conférencière Marine Vincent. Bonjour Marine. Bonjour Sarah, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Belle journée et puis beau webinaire, donc ça va super bien. Alors Merci. Marine Vincent, pour vous tous, elle est business coach, conférencière, conseillère en ressources humaines agréée. Elle est fondatrice et directrice de l'académie de coaching Marine Vincent Coaching Professionnel et elle accélère la réussite de projets professionnels de participants en développant notamment leur confiance, leur motivation et leur leadership. Experte donc en ressources humaines, Marine Vincent base également son expérience sur son expertise sur ses propres expériences passées. Elle offre des services d'accompagnement individuel et collectif sous forme de coaching ou de masterclass, des coachings d'équipe, de groupe, axés sur l'accélération de la réussite professionnelle, mais elle anime également des conférences chaque année, notamment pour HEC Montréal. Elle est aussi intervenante au Centre d'entrepreneuriat de Polytechnique et de l'Université de Montréal. Alors, avant de commencer ce webinaire avec notre conférencière, je vous invite à regarder votre plateforme. Vous avez une barre, un menu en bas de votre écran ou en haut parfois, avec un certain nombre de boutons que vous pouvez utiliser, notamment le bouton questions-réponses pour la fin du webinaire, mais surtout le bouton chat, parce que vous allez voir, aujourd'hui, ça va être un webinaire très dynamique. Marine va vous faire travailler, vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à répondre en fait en direct par écrit en cliquant sur le bouton chat ou conversation, dépendamment de la langue dans laquelle vous êtes. Et vous pourrez donc comme ça communiquer tout au long du webinaire vos commentaires, vos questions, vos suggestions et vos réponses, bien sûr. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Marine Vincent. Merci Sarah, bienvenue dans cette conférence Réinventer votre vie professionnelle. Le confinement, une formidable opportunité en réalité pour se poser des questions, commencer à clarifier ses projets professionnels et aligner sa vie professionnelle enfin peut-être avec ses valeurs, ses qualités et ses aspirations profondes. Merci beaucoup Sarah, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On va être ensemble pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Alors, comme Sarah l'a très bien dit, en fait, je suis coach, je suis conférencière et mon métier, si vous voulez, me donne l'opportunité d'être en contact avec un grand nombre de personnes tous les jours, que ce soit mes clients ou que ce soit mes collègues, mon équipe de travail. Et c'est clair que la situation que nous vivons actuellement, qui est très brutale, très soudaine, n'est pas forcément facile, n'est facile pour personne en réalité, surtout pour les énergies d'action, les énergies de feu, de contact. C'est un isolement qui peut être difficile. Et c'est pour ça que dans la première partie de cette conférence, je voulais absolument partager avec vous les 5 phases psychologiques du confinement, pour qu'on puisse comprendre exactement la situation actuelle dans laquelle nous sommes, les phases que nous traversons pour mieux s'y adapter, mieux les accepter et surtout en maximiser les bénéfices parce qu'on va s'échanger des conseils pour chacune de ces phases pour mieux vivre cette période extraordinaire, inédite que nous traversons ensemble. Une fois qu'on sera bien ancré dans le moment présent, ensuite, on pourra se projeter dans le futur, préparer son évolution professionnelle. Et la première étape pour ça, ça va être de travailler sur ses croyances, et notamment ses croyances limitantes pour transformer ces croyances en croyances positives. Alors, cette situation donc, que nous connaissons, le confinement, est brutale. Elle remet en cause radicalement nos modes de fonctionnement et petit à petit nos modes de pensée. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous avons du temps pour réfléchir à ce que nous voulons profondément et véritablement dans notre vie professionnelle. C'est donc une opportunité pour nous de nous poser des questions, ce que j'appelle des bonnes questions, c'est-à-dire des questions existentielles qui viennent nous ramener sur le sens de notre existence. Et la question fondamentale, c'est après cette période de confinement, est-ce que nous allons reprendre notre vie normale, enfin la vie comme elle était avant, ou est-ce qu'on va justement profiter de cette opportunité pour grandir, nous transformer, nous réinventer dans tous les domaines de notre vie?
Alors, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure, qui commencent à se connecter dans ce webinaire. Première partie, comme je vous disais, on va identifier les 5 phases psychologiques du confinement pour comprendre la phase dans laquelle on est et maximiser le potentiel de chacune des phases que nous allons traverser durant cette période inédite. On s'ancre dans le moment présent, on comprend le contexte actuel et ensuite, partie numéro 2, on va pouvoir se projeter dans le futur, travailler à accélérer la réussite de ces projets en transformant ces croyances limitantes en croyances positives. Comme Sarah l'a très bien souligné, vous pouvez interagir en direct à travers le chat, puisque c'est une conférence qui se veut très dynamique, très ludique. Je vais vous poser des questions régulièrement au fur et à mesure, à chaque fois que j'aborde une notion. Alors, première question pour vous. Qu'est-ce que signifie d'abord le confinement? Quels sont les mots-clés qui vous viennent spontanément à l'esprit lorsqu'on vous parle de confinement? Alors, moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand on me parle de confinement, je pense à du temps pour moi, je pense à opportunité, je pense à transformation. Mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, on va en parler dans la prochaine slide. Vous, à quoi vous pensez spontanément quand je vous dis le terme de confinement? Allez-y, vous pouvez répondre dans le chat. Sarah va nous dicter au fur et à mesure vos réponses. Alors, merci Marine, effectivement. Alors, tout d'abord, j'ai une première question. Je vais répondre rapidement parce que c'est une question qui est souvent posée. Oui, vous aurez accès, je vous enverrai la présentation du webinaire en format PDF de notre conférencière, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire que vous pourrez partager. Alors, plusieurs réponses, Marine, donc, à cette question. Qu'est-ce que signifie le confinement? Nous avons opportunité de grandir. Claude nous dit l'opportunité de grandir. Annabelle parle de changement. Michel, se replier, se cacher, se protéger. Nous avons restriction aussi. Méthode de travail, incertitude. Solitude, isolement. Sécurité sanitaire conjoncturelle. Prise de conscience. Revirement de situation, passer à l'action. Adaptation, famille. Réorganisation, réflexion, revoir nos objectifs, réajuster le tir. Voilà, donc beaucoup de réponses ce matin. Excellent, excellent. Merci à vous tous pour votre participation. C'est extraordinaire. Grâce à vous, vous rendez vivant ce webinaire. Alors, effectivement, selon les phases dans lesquelles nous sommes actuellement, dans cette période de confinement, il y a des mots différents qui nous viennent à l'esprit. Comme je vous disais, moi, aujourd'hui, le terme qui me vient, c'est opportunité, temps pour moi. Mais il y a quelques temps, quelques semaines, c'était plutôt manque de liberté, privation, isolement. D'accord? Alors, la situation que l'on vit est inédite. Cependant, il y a déjà d'autres personnes qui ont vécu ce processus du confinement et les recherches ont identifié 5 phases par lesquelles nous passons, d'accord, lorsque nous sommes en période de confinement. Bien évidemment, selon les individus et les situations, on va rester plus ou moins longtemps, des jours, des semaines, des mois, dans ces phases. D'accord? Et ça sera à vous de faire un retour sur vous-même pour savoir dans quelle phase, effectivement, vous vous situez. Alors, la phase numéro 1, qui est la phase dite de survie, c'est la phase la plus compliquée. D'accord? On est au tout début du processus de confinement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Parfois, on est même dans le déni. On peut même être en colère. Mais on est surtout dans cette phase-là, dans l'angoisse. Dans l'angoisse de ce qui va se passer demain. C'est la panique qui prédomine. On est souvent en mode, dans cette phase-là, ce qu'on appelle réactif. On réagit à ce qui nous arrive concrètement, on va regarder les news. On va les regarder en boucle pour suivre l'évolution de la situation, l'évolution du virus. D'accord? Concrètement, comment ça se traduit dans notre vie au quotidien? Par des difficultés à dormir, par exemple, ou par une alimentation qui peut être différente. D'accord? Alors, mes conseils pour sortir le plus vite possible de cette phase de survie qui est la plus difficile, la plus compliquée, c'est d'éviter justement de regarder les informations, les news en boucle. Pourquoi? Parce que ça ne fait que rajouter de l'angoisse à votre angoisse. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, profitez justement de cette phase-là pour commencer à réfléchir, puisqu'on est au début du confinement, on sait que ça va durer, au moins jusqu'à fin avril, voire plus. Profitez de ce moment-là pour vous poser des questions et préparer ce que j'appelle un plan, d'accord, de préparation de la quarantaine. En l'occurrence, se poser des questions sur
qu'est-ce que vous voulez faire de vos journées, hein? Comment est-ce que vous voulez justement mettre ce temps à profit pour que ce temps soit une expérience de transformation, hein, et de croissance de vous-même dans plusieurs aspects de votre vie? Comment est-ce que vous voulez transformer le temps qui vous est offert, ce temps long, en temps qualitatif? D'accord? Alors, une fois qu'on sort de la phase de survie, on va entrer dans la phase 2 qui est dite de sécurité. Là, on va commencer à s'habituer lentement, hein, à ce nouveau mode de fonctionnement. Et du coup, on va commencer ce que j'appelle à baisser nos défenses. On est un petit peu moins en mode réactif. On va commencer petit à petit à s'adapter. Donc concrètement, on va ranger ses placards, dépoussiérer ses meubles, faire de la place. On va commencer à embrasser, d'accord, le temps qui nous est offert. Mes conseils pour maximiser cette phase de sécurité, c'est de vous retirer, de vous désabonner des groupes, des messages WhatsApp, Facebook intempestifs qui viennent continuer de rajouter de l'angoisse, d'accord, en vous expliquant par exemple le nombre de morts par jour dans chaque pays, d'accord. Donc se retirer de ces groupes-là, ça peut être des groupes, ça peut être votre famille, hein, ça peut être vos collègues, ça peut être vos amis, mais sortir un petit peu de là et se concentrer sur une passion, une activité que vous avez toujours voulu explorer, mais que vous n'avez pas encore exploré par manque de temps, hein, puisque c'est justement l'occasion. Alors, ça peut être des activités diverses et variées. Exemple la cuisine, exemple la méditation, le yoga, l'apprentissage d'une langue, d'un instrument de musique, le dessin, la peinture, etc. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on sort de la phase 2, on entre dans la phase 3, qui est la phase dite d'appartenance. C'est là que réellement les choses intéressantes peuvent commencer. Pourquoi? Parce qu'en phase 3, on commence véritablement à intégrer ce changement-là, à se l'approprier et donc à mieux gérer son temps. À mieux gérer son temps, notamment entre la famille, le travail, le temps pour soi. Une nouvelle normalité quelque part s'installe, un nouvel équilibre, un nouveau rythme de vie. Alors, mes conseils pour maximiser cette phase numéro 3, c'est de ne plus évoquer cette quarantaine justement comme une prison, hein, mais au contraire une opportunité de transformation et de temps à profit pour soi-même, et donc de créer un calendrier où vous allez organiser les temps réservés au travail, à la famille et les temps pour vous. D'accord ? Ensuite, on va entrer dans la phase 4 qui est la phase dite de l'importance. Là, à ce moment-là, d'accord, du confinement, vous avez déjà vécu beaucoup de changements en peu de temps. C'est le moment véritablement de commencer à prendre du recul sur ces transformations pour savoir comment les mettre à profit une fois que vous sortirez du confinement. Alors, soyez attentifs à toutes les idées nouvelles qui vont naître pour modifier justement durablement votre mode de vie, votre travail, vos relations avec vos amis, votre famille, etc. Ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie après le confinement. Mes conseils pour cette phase 4, c'est de maintenir le plus possible dans la durée l'équilibre que vous avez trouvé en phase 3. D'accord ? L'équilibre entre votre travail, votre famille, le temps avec vos amis et le temps pour vous. D'accord ? Et puis, de commencer à réfléchir à justement toutes les nouvelles relations que vous avez pu créer à travers cette crise avec votre famille, vos collègues, vos amis, pour vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez en faire et comment vous les rendre effectifs ensuite, après le confinement. Et enfin, la dernière phase, qui est la phase 5, dite de l'auto-actualisation. Là, on commence doucement mais sûrement à sortir de cette phase, de ce processus du confinement. La panique ambiante générale commence à baisser, le nombre de cas également, et puis nous, on commence à émerger, parfois fatigués de ce processus du confinement. L'idée, c'est de rester vigilant et reconnaissant d'avoir enfin terminé, émergé de ce processus-là et de commencer à prendre du recul à travers, avec tous les changements que vous avez vécus. Mes conseils, c'est de tirer parti rapidement de tous les changements que vous avez vécu ces derniers temps pour les rendre effectifs dans votre quotidien le plus rapidement possible dans tous les domaines de votre vie selon ce que vous voulez transformer, modifier, votre famille, votre travail, votre relation avec vous-même.
Donc, vous voyez qu'à travers ce processus du confinement, on passe à travers 5 phases différentes, la phase de survie, la phase de sécurité, la phase d'appartenance, la phase d'importance, la phase d'auto-actualisation. Vous, aujourd'hui, dans quelle phase vous situez-vous? D'accord? Quels sont les sentiments que vous ressentez par rapport à la phase dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous auriez également éventuellement des conseils pour les phases que vous avez traversées ou la phase dans laquelle vous êtes actuellement? Alors, on va vous laisser répondre dans le chat. Sarah va nous lire vos réponses. Moi, pour la petite anecdote, avant d'entrer dans la phase de survie, j'ai été dans une phase déni, qu'on pourrait rajouter. Une phase déni, j'ai mis plus de temps que la moyenne à véritablement comprendre et accepter la situation. Du coup, quand je suis entrée dans la phase survie, ça a été assez brutal, assez violent pour moi. Et pendant quelques jours, voilà, tous mes repères étaient chamboulés. Par contre, je ne suis pas restée longtemps dans cette phase de survie. Je suis passée rapidement dans la phase dite de sécurité. Et aujourd'hui, voilà, j'ai la chance de faire des choses que je ne faisais pas jusqu'à présent, mais que j'ai toujours voulu faire, notamment l'apprentissage d'une langue, un instrument de musique. Et aujourd'hui, je me sens pleinement dans la phase 3, qui est la phase dite d'appartenance, puisque je gère mon temps entre mon travail, mon temps pour moi, ma famille. Et ça me donne justement des opportunités extraordinaires de croissance et de pouvoir me réinventer, notamment dans ma vie professionnelle. Et ce webinaire est la preuve de cette transformation, puisque je fais des choses que je n'avais jamais faites auparavant et qui me donnent des opportunités de croissance dans plusieurs domaines de ma vie. Alors vous, dans quelle phase vous situez-vous aujourd'hui et quels sont vos sentiments par rapport à la phase dans laquelle vous êtes? Alors, nous avons Marie-Josée qui dit qu'elle est dans la phase 3, la phase d'appartenance, comme Marine. Annabelle qui se situerait entre un point entre la phase 1 et 2, qui commence à sortir du point 1 sans être arrivée complètement au point 2. Nous avons Claude qui est dans la phase 3 également, appartenance. Okay. Marie-Claude plutôt dans la phase 2, sécurité. Michel qui nous précise qu'il en profite pour se reposer et réviser sa vie professionnelle et personnelle, un peu comme un temps sabbatique pour lui. On a Pauline qui est dans la phase 3, phase d'appartenance, calendrier, routine efficace qui est mise en place. Annabelle qui reprécise qu'elle fait aussi des activités et autres étapes, même si elle est dans la phase, entre la phase 1 et 2. Valérie, phase 3, en tant qu'entrepreneur, elle se permet maintenant de prendre un temps journalier pour prendre soin d'elle et de sa famille. Sonia, phase 3. Et puis Marie-Claude, entre 2 et 3. On a Kim qui est entre la phase 2 et la phase 3. Sa gestion du temps est bien amorcée, mais elle demeure encore en évolution. On a Abdel Jalil qui est en phase 3. On a Marie-Élise qui est en phase 3 également, avec quelques oscillations avec la phase 2, quelquefois. Marc est phase 3 également, beaucoup de phase 3 aujourd'hui. Voilà, on a effectivement une majorité de phase 3. Mais écoutez, c'est excellent. Alors, effectivement, ce qui est très important, merci pour votre participation, c'est vraiment très apprécié. Pour la majeure partie d'entre nous, aujourd'hui, on est entre la phase 1 et la phase 3, d'accord? Parce qu'on est relativement au début du confinement. Le plus important, c'est de respecter la phase dans laquelle nous sommes actuellement. Si on est en phase de survie et donc on se sent particulièrement angoissé, c'est tout à fait normal et c'est important de l'accepter. D'où le partage aujourd'hui de ces informations-là. Et effectivement, quand vous vous sentirez prêt dans la bonne phase pour vous, et la bonne phase, en fait, c'est la phase 3, vous allez pouvoir commencer à travailler sur vous-même, travailler à réinventer votre vie professionnelle en vous posant des questions et en clarifiant les projets qui vous tiennent réellement à cœur, d'accord? Et commencer à travailler sur vos croyances. C'est la première étape d'un travail sur vous-même pour propulser votre évolution de carrière et c'est ce qu'on va faire notamment dans la partie 2 de cette conférence. Alors, avant ça, avant d'entrer dans cette partie 2, on va prendre du recul, d'accord, pour comprendre les tenants et les aboutissants, non seulement de cette conférence, d'accord, mais plus largement de mon coaching, si un jour on a le plaisir de travailler ensemble. Et surtout, on va comprendre comment le modèle actuel
de réussite sociale et professionnelle, traditionnelle, est complètement remis en cause, bouleversé, battu en brèche. Les slides qui vont suivre, normalement en conférence, je mets de l'énergie pour les expliquer, mais là, je pense que vous allez les comprendre de manière très rapide et très claire, parce que nous sommes en plein, justement, avec cette crise et avec ce confinement, dans une remise en cause totale de notre système, d'accord, de notre modèle social et économique de réussite. Alors, on va d'abord comprendre qu'en chaque être humain, il y a 3 niveaux fondamentaux. Être, faire et avoir. Être, c'est le fait d'être vivant, d'accord? C'est le fait de demeurer, d'exister. C'est la flamme, l'étincelle à l'origine de tout ce qui vit. C'est ce qu'on appelle notre âme, d'accord? Faire, c'est l'action, le mouvement, l'activité qui va découler naturellement, spontanément de tout ce qui vit, de tout être vivant. Et avoir, c'est notre relation aux êtres et aux choses. Ces 3 niveaux, ils existent simultanément en nous, c'est-à-dire en même temps. Et aucun n'est en conflit les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires, interdépendants les uns des autres. Le problème ou le challenge que nous avons à relever aujourd'hui, plus que jamais justement avec cette crise, c'est que notre système donc traditionnel de réussite sociale et professionnelle épouse ce qu'on appelle la logique de l'avoir. Et c'est une logique pour laquelle nous sommes programmés, si vous voulez, inconsciemment, par défaut, depuis notre plus tendre enfance, surtout depuis notre entrée à l'école. Et cette logique de l'avoir consiste à nous faire croire qu'avoir toujours plus de richesses, de possessions, va nous permettre de faire ce qu'on veut pour être heureux. Et ça, c'est un piège et on en prend conscience plus que jamais aujourd'hui. C'est un piège parce que, si vous voulez, avoir un emploi, avoir une entreprise, avoir une relation, si l'emploi, l'entreprise, la relation n'est pas alignée fondamentalement avec ce qu'on veut véritablement et profondément dans sa vie, on aura beau avoir ci, on aura beau avoir ça, on ne sera pas plus heureux pour autant. Or, le but ultime, le but de tous les autres buts, c'est votre bonheur. Mais pas un bonheur qui est au détriment des autres, pas un bonheur égoïste, égocentrique. Non, un bonheur qui vous permet donc de vous épanouir et d'apporter le meilleur de vous-même à la collectivité. Et ça, on en a besoin plus que jamais aujourd'hui. Donc, de travailler à votre bonheur, à votre épanouissement, ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Parce que quelqu'un de profondément heureux et épanoui dans sa vie pourra contribuer, d'accord, à faire le bien, à mettre ses talents au service de la collectivité. Et la logique du bonheur et de la réussite épouse la logique strictement opposée à la logique de l'avoir, c'est la logique de l'être. Et c'est la logique que nous allons suivre tout au long de cette conférence et plus généralement si on a le bonheur de travailler ensemble en coaching. Cette logique de l'être consiste toujours et avant tout à partir de vous, de ce qui vous correspond. Et donc là, on va se poser des questions existentielles. Quelles sont les qualités, d'accord, que vous avez envie d'incarner, les valeurs que vous avez envie de défendre? Qui sont vos modèles? Quels sont les objectifs essentiels que vous avez à réaliser dans votre vie pour être pleinement heureux et épanoui? Pour faire ce qui est en parfaite adéquation, ensuite en parfait alignement avec ce que vous êtes et ce que vous voulez profondément et avoir ce que vous désirez réellement dans votre vie. Donc, vous voyez bien que c'est des logiques strictement opposées. D'accord? Quand on est dans une logique de l'avoir, inconsciemment bien sûr, on cherche son bonheur, si vous voulez, à l'extérieur de soi, dans ce qu'on peut posséder. Donc, on cherche à accumuler les richesses, les possessions, que ce soit matérielles ou immatérielles. D'accord? Et donc, on se construit sur ce qu'on possède. Et on est beaucoup plus dépendant du regard des autres. C'est pour ça que la véritable confiance, d'accord, naît d'une logique de l'être et part de l'intérieur de soi. Et c'est cette logique donc, que nous allons épouser dans cette conférence. Alors, justement, partie numéro 2, donc comprendre le pouvoir de mes croyances pour accélérer la réussite de mes projets. Je vous propose 3 étapes. Donc, la première, c'est accepter le pouvoir de mes croyances, la force, l'impact de mes pensées sur la création de ma réalité et donc de mon évolution personnelle et professionnelle. Évidemment, les deux sont liés. D'accord ? Deuxième étape, identifier mes croyances limitantes, tant au niveau individuel que collectif. Et enfin, troisième étape, transformer mes croyances limitantes en croyances positives, c'est-à-dire transformer mes peurs, mes doutes, mes craintes à propos de moi-même, de mes projets, de mes ambitions en moteur à l'action, en motivation, en désir de réussir.
Aujourd'hui, nous allons faire l'étape 1, accepter le pouvoir de mes croyances, qui est une étape que je fais normalement donc en coaching. Alors, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. J'imagine que certains d'entre vous connaissent Carl Gustav Jung, qui est un grand psychanalyste. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Cette phrase veut dire que l'inconscient tire sa force justement du fait qu'il est inconscient. Mais à partir du moment où, et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on rend l'inconscient conscient, on fait remonter l'inconscient à la conscience, on comprend beaucoup mieux du coup comment les choses fonctionnent et on peut s'en détacher, d'accord? Et donc on est beaucoup moins manipulé, manipulable par nos pensées, nos croyances inconscientes, d'accord? Et on a beaucoup plus de maîtrise justement sur sa destinée. On devient acteur pleinement de son évolution. Alors, dans cette deuxième partie, on va voir que le cerveau serait peut-être un supraordinateur. Ensuite, on va définir ce qu'est une croyance, on va comprendre comment est-ce qu'elle se forme, on va identifier les différents types de croyances qu'il existe et surtout, on va comprendre, reconnaître le pouvoir de nos croyances positives et limitantes sur la création de notre évolution, sur la création de notre réalité. Alors, première question. À votre avis, combien est-ce qu'on a de pensées par jour? Ça, c'est une bonne question, Marine. Ouais. Alors, allez-y, Ça prenez doit votre être assez temps. impressionnant, la réponse. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Allez-y, dites un chiffre qui vous vient à l'esprit dans le chat. Alors, nous avons Annabelle qui nous dit 30 millions, Claude au-dessus de 1000, on a 5000, Valérie, Alain 60 000, on a 300, 100 000 de Kim, Eh ben, dis donc. 5000 pour Marc. Excellent. Ça dépend, ça Excellent. dépend des gens. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Ça dépend des choses. Alors, en moyenne, si vous voulez, on a entre 50 et 60 000 pensées par jour. D'accord? 90% de ces pensées sont inconscientes, c'est-à-dire qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau pour agir. Nous avons seulement accès à 10% de nos pensées. Et c'est pour ça que certains scientifiques comparent notre cerveau à un supraordinateur, où la partie visible, tangible, en l'occurrence l'écran, serait les 10% de nos pensées conscientes, et toute la partie invisible derrière, c'est-à-dire les logiciels, les programmations, le disque dur interne, serait les 90% de nos pensées inconscientes. C'est aussi pour ça que Freud a comparé notre inconscient à utiliser cette métaphore que vous connaissez certainement, qui est très connue, la métaphore de l'iceberg, pour illustrer que les 3/4 de l'iceberg sous l'eau, c'est les 90% de nos pensées inconscientes, et le quart de l'iceberg sur l'eau, c'est les 10% de nos pensées conscientes. Alors, en plus, parmi ces 90% de pensées inconscientes, 98% d'entre elles sont répétitives. D'où la répétition, ce qu'on appelle de schémas, de patterns. On peut tous constater dans notre expérience de vie que très souvent, on se retrouve en face des mêmes murs ou dans les mêmes impasses parce que toutes les pensées, les croyances limitantes, inconscientes, qui tournent en boucle dans notre disque dur interne et qui viennent nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, que ce n'est pas pour nous, etc., etc. Toutes ces pensées, ces croyances limitantes, le problème, c'est qu'elles finissent par nous saboter dans notre estime de nous-mêmes et donc directement dans notre confiance en nous pour passer à l'action et atteindre nos objectifs, concrétiser nos projets. C'est pour ça que c'est fondamental aujourd'hui qu'on comprenne ensemble comment le cerveau fonctionne pour être capable de déjouer les pièges de ces croyances limitantes. Alors, il est important de préciser ici qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise croyance en soi dans l'absolu. Ça, c'est un débat philosophique, culturel qui ne nous intéresse pas ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les croyances positives et limitantes que vous pouvez avoir par rapport à vous-même, à vos projets, parce que c'est votre capacité en réalité à utiliser et à canaliser vos propres croyances qui vont déterminer au final si elles sont positives pour vous ou pas. D'accord ? Alors, première question, vous allez voir qu'on va y aller de manière progressive et structurée. À votre avis, qu'est-ce qu'une croyance ? C'est fondamental que déjà en premier lieu, on définisse très exactement ce qu'est une croyance. Alors, on va attendre effectivement les premières réponses sur le chat. Ouais, excellent. Moi, je dirais, Marine, c'est ouais. un acquis.
Ah, ah, intéressant, intéressant. Tout à fait. Alors Valérie dit ce qui nous paraît évident. Ouais, Pour Kim, c'est une pensée à laquelle on adhère. ouais, excellent. C'est bon. Question un peu plus difficile que la précédente. Tout à fait, mais c'est très bien, c'est excellent, c'est très bien. Alors effectivement, vous avez compris qu'une croyance, déjà, c'est pas entendre au sens religieux du terme, mais au sens étymologique. Croyance vient du verbe croire, en latin credere, qui veut dire tenir quelque chose pour vrai, considérer quelque chose comme véritable. Hein, vous l'avez très bien dit. Et si vous voulez, le synonyme, du coup, par conséquent, qui se rapproche le plus ici du terme de croyance, c'est tout simplement le terme de pensée. Une croyance, en réalité, c'est une pensée, c'est un message, c'est une programmation. Les scientifiques nous parlent de directives transmises à notre cerveau via notre système nerveux. C'est exactement la même chose, pensée, message, directive, programmation. Et comme on ne peut pas vivre sans pensée, comme on ne peut pas vivre sans croyance, nos pensées, nos croyances vont devenir des principes, des fondations sur lesquelles notre vie se bâtit et qui donnent sens à notre vie. Parce que le rôle de notre cerveau, c'est de s'organiser, d'accord, et de se donner des repères. Et donc, petit à petit, ces repères vont devenir des certitudes, des convictions à propos de nous-mêmes, des autres, de notre manière de percevoir le monde. Greg Braden, qui est un pionnier, un expert dans le domaine des croyances, reconnu au niveau international, donne pour moi la meilleure définition de ce qu'est une croyance. Il nous dit que c'est l'acceptation de la certitude de ce que nous tenons pour vrai dans notre esprit, donc avec notre côté logique, rationnel, notre mental, notre intellect, mais également combiné à ce que nous sentons vrai dans notre cœur, donc au niveau de nos émotions, nos ressentis, nos sentiments. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'effectivement, en coaching, on va passer par deux exercices différents. L'un qui va passer par le pôle du cœur et l'autre qui va passer par le pôle de l'esprit pour les transformer, les déprogrammer. Alors, si on ne peut pas vivre sans pensée, si on ne peut pas vivre sans croyance, à votre avis, d'où est-ce qu'elles proviennent? Comment est-ce qu'elles se forment, nos croyances? À votre avis? Ça, c'est une question intéressante, Marine, effectivement. Alors, on va attendre un petit Ouais, peu parce que parfois, c'est le temps exactement. d'écrire une phrase ou plusieurs Exactement. mots. Mais d'où Exactement. proviennent nos croyances? Question très intéressante. Alors, Et, Annabelle ouais. dit expérience et tradition. On a Valérie qui dit de notre éducation. On a Kim qui parle d'éducation, expérience, culture, société, sentiments vécus. On a l'éducation qui revient plusieurs fois parmi nos participants. Ce qui vient de nos familles, de la vie, des expériences, l'information, l'expérience, encore une fois. Voilà, de nombreuses Excellent. réactions, Excellent, Marine. excellent, excellent. Merci vraiment à vous. Vous êtes très dynamique et vous avez de très très bonnes réponses. Effectivement, nos croyances, enfin, le premier vecteur, si vous voulez, de formation des croyances vient de notre environnement au sens large du terme, parental, social, culturel, etc. Nous sommes en constante interaction avec notre environnement. Hein. On se construit dès notre naissance, d'accord, à travers ces interactions-là. Alors, les scientifiques viennent nous dire qu'on est soumis à une quantité infinie de stimuli dès notre naissance, et c'est pour ça que ces stimuli sont pour la plupart du temps inconscients, hein, et que le corps est une formidable machine qui fonctionne pour les trois quarts de manière automatique. Certains chercheurs identifient le début de formation de nos croyances à partir du moment même où on est à l'état embryonnaire, c'est-à-dire dans le ventre de notre maman, d'accord? Et ce, principalement jusqu'à 7 ans. Alors, bien évidemment que des croyances se forment et se déprogramment tout au long de notre vie, surtout si on fait un travail sur soi en tant qu'adulte, hein, et ce qui, à mon avis, c'est tout l'enjeu d'ailleurs de vie d'adulte, c'est de transformer nos croyances pour développer notre plein potentiel. Mais nos croyances se forment principalement entre 0 et 7 ans. C'est là que viennent se former, si vous voulez, se cristalliser, hein, le noyau dur de nos croyances positives et limitantes. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 7 ans, on va venir enregistrer, emmagasiner tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, mais sans filtre, sans esprit critique, un peu comme une éponge. Hein. Et c'est à partir de 7 ans, vous savez que 7 ans, comme par hasard, on dit que c'est l'âge de raison, hein, c'est à partir de 7 ans qu'on va venir, sur la base des informations qu'on a fraîchement accumulé des différentes sources autour de nous, papa, maman, la maîtresse, etc., qu'on va venir faire le tri entre ces informations-là et se forger sa propre personnalité. Donc, effectivement, nos croyances se forment à partir de nos expériences personnelles, de nos expériences individuelles, en tant qu'individu, hein, de notre cercle familial, amical, etc. Maintenant, à votre avis, est-ce qu'en plus de ce conditionnement individuel, est-ce qu'on a un conditionnement collectif? Et si oui, pourquoi
Comment? À votre avis, est-ce qu'en plus de notre conditionnement individuel, nous avons un conditionnement collectif? Et si oui, à votre avis, par rapport à quoi? Excellente question, Marine. Tu nous fais travailler ce matin. Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, je vais attendre de voir arriver les réponses sur notre chat. Alors, une première réponse, c'est oui, assurément, selon nos relations avec les autres. Une autre confirmation, oui. La majorité des réponses, c'est oui, hein, par rapport aux valeurs véhiculées par la société, aux influences. La société qui influence nos pensées, les autres qui nous influencent, la culture, la religion qui ont une influence sur nous. Excellent. Parfait. Parfait. Effectivement, vous avez raison. En plus de notre conditionnement individuel, on a un conditionnement collectif. Alors, en fonction de plusieurs facteurs, et vous l'avez très bien évoqué, ça peut être notre milieu social, économique, notre culture d'origine, notre religion si on en a une, notre communauté d'appartenance. Ce qui est vraiment important d'avoir à l'esprit, c'est que nos croyances se forment à travers ces deux niveaux-là, au niveau aussi bien individuel que collectif. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'était une croyance, qu'on a vu comment est-ce qu'elle se formait, à votre avis, quel type de croyance il existe? D'accord? Voilà. Quel type de croyance il existe et comment est-ce qu'on pourrait les reconnaître? Mais d'abord, première question, quel type de croyance il pourrait exister selon vous? Alors, on va attendre quelques secondes que les réponses arrivent également. Donc, quel type de croyance il existe? Une bonne question. Souvent, ne cherchez pas compliqué. Oui. Oui, c'est toujours, toujours le plus simple. Croyance irrationnelle, croyance religieuse, scientifique, aidante et contraignante. Excellent. Alors, pour répondre à cette question, d'accord, de quel type de croyance il existe et comment les reconnaître, on va aller chercher du côté de nos émotions. On va apprendre à lire nos émotions. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du concept d'émotion universelle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et si oui, est-ce que éventuellement vous pourriez nous l'expliquer ou partager ce que vous savez donc de ce concept-là, qui est très simple, hein. On peut le comprendre au niveau étymologique. Donc, le concept d'émotion universelle. Alors, en attendant peut-être les réponses, Marine, je me lance. Là, il me semble que peut-être on peut parler de joie. Est-ce que c'est une émotion universelle? Alors, d'abord, on va définir ce qu'est le concept d'émotion universelle avant d'identifier ces émotions-là. Le concept, en fait, d'émotion universelle, c'est toutes les émotions que nous vivons en tant qu'être humain, d'accord, sur la planète Terre, qu'on soit grand, petit, français, chinois, catholique, musulman, riche, pauvre, petit, grand, etc. C'est toutes les émotions que nous avons en commun et que nous vivons en tant qu'être humain. Alors, il y a 6 émotions qui ont été identifiées comme étant universelles. À votre avis, lesquelles? Alors, on a Fanny qui dit peur, Excellent, colère, dégoût, joie. excellent. Il en manque que 2, c'est ça, si j'ai bien compté. Excellent. C'est bon, ça. La tristesse, nous dit Excellent, Kim. 5. Il La en manque un. honte. Non. La honte, nous dit Marie-Élise. Il en manque un. Alain nous dit le dégoût, ça a été effectivement cité. La jalousie, Non. l'amour pour Valérie. Mais c'est la plus difficile, c'est la surprise. D'accord? La surprise, oui, Kim a trouvé effectivement la surprise. Excellent. Donc, les 6 émotions universelles que nous vivons tous en tant qu'être humain, joie, peur, colère, tristesse, surprise, dégoût. Ok? Donc, ces 6 émotions-là, on peut les ramener, les synthétiser en 2 forces motrices, d'accord? En 2 sources d'énergie dans lesquelles nous puisons nos forces au quotidien en tant qu'être humain pour surmonter les obstacles et dépasser nos peurs. C'est l'amour d'un côté et la peur de l'autre. Et toute notre vie, il va y avoir un fil entre les deux. On va osciller de l'un à l'autre, sachant que l'amour chasse la peur chasse l'amour. Donc, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Et sachant que le pôle de l'amour a une vibration, une intensité, une énergie beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante que le pôle de la peur. Et que la personne qui veut se rapprocher dans sa vie d'un bonheur stable, durable, authentique et profond se rapproche du pôle de l'amour dans tout ce qu'il peut penser, dans tout ce qu'il peut dire, ressentir et faire. Se rattachent à ces 2 pôles-là 2 types de croyances, et vous l'avez très bien évoqué, les croyances positives, favorables, qui vont dans le sens de notre bien-être,
de notre épanouissement, évidemment, dans le pôle de l'amour. Comment les reconnaître en fonction des émotions qui nous traversent lorsqu'on a affaire à ce type de croyances? La joie, l'envie, la sérénité, la confiance, la motivation, etc. Du côté du pôle de la peur, on retrouve toutes les croyances limitantes qui viennent nous freiner, parfois même nous bloquer, d'accord, dans la concrétisation de nos projets, dans notre évolution. Comment les reconnaître? Là aussi, en fonction des émotions qui nous traversent lorsqu'on a affaire à des croyances limitantes, donc la peur, la tristesse, la frustration, la colère, etc. Alors, maintenant qu'on sait donc qu'est-ce qu'une croyance, comment est-ce qu'elle se forme, quel type de croyance il existe, la question centrale, fondamentale de cette conférence, c'est à votre avis, quel est le pouvoir, l'impact de nos croyances, de nos pensées sur notre évolution, sur la création de notre réalité? À votre avis? Alors, on a Kim qui nous dit le pouvoir qu'on lui donne. Ah, excellent. Super. On a déterminant, on a beaucoup plus d'émotions universelles qui tendent vers la peur. On a également affecté notre estime de soi. Ok, excellent. Merci beaucoup. Alors effectivement, plus les recherches avancent, plus on découvre l'extraordinaire pouvoir, puissance des croyances sur la création de notre réalité, sur notre état d'esprit, notre comportement au quotidien, d'accord, en tant qu'être humain. Pendant des siècles, si vous voulez, pendant des décennies dans l'histoire humaine, on a cru que tout était séparé. L'idée de l'action, l'esprit de la matière, l'âme du corps. Aujourd'hui, on sait que tout est intimement relié. Et donc, on sait que les croyances, c'est un des outils les plus puissants pour réaliser ses désirs, évidemment dans le cas de croyances positives ou en cas de croyances limitantes pour se tirer une balle dans le pied. Et c'est pour ça que les sportifs, par exemple, de haut niveau, les médaillés, les champions olympiques, pratiquent, en plus de leur entraînement physique, ce qu'on appelle la visualisation, qui vise à renforcer leurs croyances, leurs pensées positives pour faire la différence dans les compétitions, parce qu'on sait que ce qui fait la différence à un haut niveau, c'est le mental. Alors, pourquoi les croyances, c'est un des outils les plus puissants pour réaliser ses désirs? C'est parce que quand on croit que quelque chose est vrai, on va s'arranger pour se mettre dans un état qui permet que cette chose le devienne dans la réalité. Je répète, quand on croit que quelque chose est vrai, on s'arrange pour se mettre dans un état qui permet que cette chose le devienne dans la réalité. Je vais vous donner des exemples évidemment pour illustrer mes propos. L'exemple que vous connaissez tous, qui est connu, mais c'est une expérience scientifique qui a été menée, c'est l'effet placebo. D'accord ? L'effet placebo, c'est une expérience scientifique qui a été menée par des médecins-chercheurs sur un groupe de malades atteints d'ulcères aigus à l'estomac. Ils séparèrent le groupe en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Le groupe A, ils leur ont dit, on va vous donner un médicament qui va vous soulager. Le groupe B, on va vous donner un médicament dont on ne connaît pas tellement les effets. Résultat, comme par hasard, 75% des malades du groupe A ont vu leur état s'améliorer contre 25% du groupe B. Ils avaient pris strictement le même médicament. Ce qui les différenciait, c'était leur système de croyance. Et là où il faut qu'on soit particulièrement indulgent, tolérant, je dirais intelligent émotionnellement avec nous-mêmes, c'est un peu comme quand on est adulte, si vous voulez, il ne nous vient pas à l'idée de remettre en cause l'autorité du médecin, mais quand on est enfant, il ne nous vient pas non plus à l'idée de remettre en cause ce qu'on peut voir, interpréter de notre environnement, de notre entourage. D'accord ? Donc, la première étape, c'est vraiment d'accepter ces croyances limitantes pour être capable petit à petit, justement, de les transformer et de se libérer du regard des autres, notamment. Donc, avec l'effet placebo, on voit que les croyances positives peuvent aller jusqu'à la guérison. Maintenant, à votre avis, jusqu'où les croyances limitantes peuvent-elles aller? Quels torts peuvent-elles causer, nos croyances limitantes? Très bonne question, Marine. Alors, jusqu'où les croyances limitantes peuvent-elles aller? Oui. Nous empêchent de nous dépasser. Nous avons énorme, mais cela dépend de nous, jusqu'à des avenues dramatiques, malheureusement, parfois. Ouais. On a dépression, maladie Tout aussi. À fait. Donc, effectivement, on voit que ça peut aller très loin. Tout à fait. Tout à fait. On a perte de confiance également qui a été dit. Tout à fait. Alors, l'inverse de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Là aussi, c'est une expérience scientifique qui a été menée. C'est le fait de croire que notre vie est en danger, si vous voulez, d'une quelconque façon que ce soit. Alors, évidemment, nous, comme on n'est plus à l'époque préhistorique, on n'a plus peur d'un danger physique. On n'a plus peur que l'ours nous course à la sortie de la grotte, si vous voulez. Mais l'homme est un animal profondément social. Nous avons des peurs psychologiques, et notamment la peur du rejet.
Et donc, on a tous vécu, on a tous, dans notre expérience de vie, et ça peut prendre des formes diverses et variées selon les personnes et selon les situations. Ça peut être ça peut être des petits boutons, ça peut être mal à la tête, mal au ventre, des difficultés à dormir, une accélération du transit. Face à une situation que l'on juge dangereuse, c'est-à-dire face à un rejet potentiel, une prise de parole en public, un examen, un rendez-vous important. Mais ça, c'est l'effet concret de nos peurs. Évidemment, là, on est dans le pôle de la peur, des croyances limitantes, de nos peurs sur notre corps. Notre corps, c'est quoi? C'est la matière, c'est notre réalité. D'accord? C'est ce qu'on appelle la somatisation. Alors, il y a des centaines, voire des milliers d'études qui en parlent. J'en prends une autre pour clore ce thème-là, une étude sur la schizophrénie. Une personne donc schizophrène, alors la schizophrénie, c'est le dédoublement de la personnalité. Une personne schizophrène se croyait atteinte de diabète, alors que de facto, c'est-à-dire physiologiquement parlant, elle ne l'était pas. Mais quand elle était en état de crise, elle réussissait par la seule force de ses pensées, de ses croyances, à faire augmenter son taux de glycémie et donc à changer, à transformer son état physiologique. D'accord? Donc, vous voyez avec l'effet nocebo que nos croyances limitantes peuvent aller jusqu'à la maladie. On a vu avec l'effet placebo que nos croyances positives, elles, à l'inverse, peuvent aller jusqu'à la guérison. Alors évidemment, entre ces deux extrêmes-là, il y a un spectre, et vous l'avez très bien évoqué, de différentes situations, émotions possibles. La pire pour moi, et c'est pour ça que je suis coach aujourd'hui, c'est de vivre une vie, notamment professionnelle, où on est peut-être à 10-15% de son plein potentiel. Parce qu'au fur et à mesure du temps, ça mine notre estime de nous-mêmes et notre joie de vivre profondément, parce que vous savez que le temps qu'on passe au travail est plus important que le temps qu'on passe en famille, d'accord, ou avec nos amis. Donc, c'est fondamental de trouver son X, de trouver sa vocation, sa mission de vie, sa raison d'être. Donc, voilà. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous pourriez me dire des croyances limitantes que vous aviez à propos de vous-même et comment vous les avez dépassées? Des choses dont vous pensiez incapable. Je vous donne un exemple. Moi, il y a quelques années, je me pensais incapable de monter ma propre entreprise. Aussi fou que ça puisse paraître, je m'en pensais tellement incapable que j'y pensais même pas. J'ai un oncle entrepreneur qui m'a toujours dit dans les fêtes de famille depuis que je suis enfant, Marine, je te vois très bien monter ton entreprise, etc. Alors je lui disais oui pour faire bonne figure et pour qu'il me laisse tranquille, mais la vérité c'est que j'en pensais pas un mot parce que mes croyances limitantes au fond de moi me disaient que c'était réservé à une certaine élite et que je faisais pas du tout partie de cette élite et c'était très bien, mais donc c'était pas fait pour moi. Heureusement que j'ai fait tout un travail sur moi-même pour justement transformer, déprogrammer ces croyances limitantes et utiliser donc justement mon plein potentiel parce qu'aujourd'hui, contribuer à votre bonheur et à votre réussite professionnelle donne un sens profond à ma vie. Donc, heureusement que j'ai fait ce travail-là. Alors, vous, est-ce que vous pouvez me donner des exemples, effectivement, de croyances limitantes que vous aviez à propos de vous-même? Ça peut être des petites ou des grandes choses, et de comment vous les avez dépassées. On a une participante qui disait par rapport à ton témoignage que c'était la même chose pour elle, sans cesse en phase de doute dans cette période-là. Alors, on va voir s'il y a d'autres réactions, d'autres partages de nos participants. On a Claude qui nous dit qu'il avait le syndrome de l'imposteur lorsqu'il a commencé à coacher. Tout à fait. On a Kim qui pensait pas être capable d'animer des groupes car elle était très gênée étant jeune de parler devant un groupe et aujourd'hui elle fait des animations de groupe avec aisance et dynamisme. Alors bravo. Excellent. Kim. Ouais, bravo Kim, bravo. Pour partage. Excellent, excellent. Est-ce que tu... On a Sonia qui dit qu'elle a changé d'emploi dans un tout autre domaine et donc elle dit tout est possible, on peut recommencer à zéro à 47 ans. Excellent. Super. Des beaux partages, merci. Super, merci beaucoup. Alors, effectivement, avec toutes les informations qu'on a partagées donc, dans cette deuxième partie, quelle conclusion, quel enseignement pourrait-on en tirer? Quelles questions fondamentales, existentielles pourrait-on se poser qui nous permettraient de changer de regard sur nous-mêmes et d'accélérer la réussite de nos projets, de transformer petit à petit nos croyances? Finalement, nous les êtres humains, est-ce qu'on est de fragiles victimes en proie aux événements, aux aléas d'une vie qui échappe à notre contrôle et qui nous fait souffrir la plupart du temps? Ou est-ce qu'on est de puissants créateurs en qui sommeillent des qualités,
des capacités souvent inexploitées, méconnues ou sous-estimées. À votre avis, est-ce qu'on est plus des victimes en tant qu'être humain ou est-ce qu'on est plus des créateurs? Alors, question intéressante. On va attendre les premières réponses de nos participants. Alors, on a une première réponse créateur. Une autre réponse, ça dépend de nos croyances. Quelqu'un qui a bien écouté sur les croyances. Bravo, bravo. Ça dépend de notre vision. On est tous créateurs, nous dit Michel. Valérie nous dit les deux, mais il nous faut un effort pour être créateur. Annabelle dit à l'origine, l'homme était des victimes, mais avec le temps, l'homme a réussi à devenir un créateur. Wow. On peut tellement être les deux. Victime, la peur domine, et créateur, c'est l'amour qui domine. Wow. Une autre réponse, puissant créateur, mais retombe souvent dans des positions de victime. Tout dépend de chacun. Une autre réponse. Excellent. C'est un haut niveau, hein. Merci vraiment pour vos une belle participation ce matin. Excellent, oui, c'est très, très agréable. Excellent. Alors, effectivement, vous l'avez très bien compris, hein, tout dépend de nos croyances. Tout dépend de comment nous nous percevons. Hein. Si nous avons tendance à nous percevoir fondamentalement, inconsciemment évidemment, comme une victime, nous aurons tendance à attirer choses, personnes, événements qui viendront nous confirmer nos croyances inconscientes, que la vie est dure, que les gens sont méchants, etc. Si nous avons tendance à l'inverse, à nous percevoir comme responsables, nous aurons tendance à adopter des habitudes de vie, un état d'esprit qui viendront nous tirer vers le haut, nous pousser dans le sens d'une évolution positive. Là où il faut que vous fassiez attention, c'est que notre expérience de vie va venir nous prouver ce que nous croyons au niveau conscient et inconscient. Notre expérience de vie ne peut pas nous prouver le contraire à partir du moment même où elle passe automatiquement par le filtre de nos croyances. D'où le cercle vicieux dans le cas de croyances limitantes et d'où le cercle vertueux quand on commence à faire un travail sur soi et à transformer ces croyances. La bonne nouvelle, en tout cas, c'est que comprendre que nos croyances dirigent et conditionnent notre vie nous place aux commandes de celle-ci. Parce qu'on comprend que finalement, le maître à bord, le pilote dans l'avion, le capitaine du navire, c'est nous. C'est à nous qu'il appartient le pouvoir de choisir les croyances que nous voulons voir à l'œuvre dans notre vie et lequel des rôles de victime ou de créateur on a envie d'endosser, d'accord, dans sa propre vie. N'oubliez jamais que notre pouvoir fondamental, en tant qu'être humain, c'est le pouvoir de choisir. Alors évidemment, c'est un pouvoir à double tranchant puisqu'on peut choisir la mauvaise option, la mauvaise direction. Mais quand on choisit la bonne direction, la bonne option, le pouvoir de choisir, c'est aussi celui de changer. D'accord ? Et c'est les choix que nous faisons au quotidien qui vont déterminer justement lequel de ces deux rôles, de victime ou de créateur, on a envie d'endosser dans sa vie. Et que accepter le pouvoir de ses croyances, c'est accepter que ce pouvoir, il est en nous, il ne dépend que de nous. On ne peut pas le déléguer à l'extérieur, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Alors, on va commencer à synthétiser cette deuxième partie parce qu'on a vu pas mal de choses ensemble. Une croyance, c'est quoi? Une croyance, on a vu qu'en réalité, c'était une pensée, un message, une programmation, et que petit à petit, ces pensées, ces messages allaient devenir des certitudes, des convictions à propos de nous-mêmes, des autres, notre manière de percevoir le monde. Pensez à la définition de Greg Barden qui est excellente. Une croyance, c'est l'acceptation de ce que nous tenons vrai dans notre esprit, donc avec notre côté logique, rationnel, notre mental, notre intellect, mais également combiné à ce que nous sentons vrai dans notre cœur. Donc, la formation de nos croyances passe aussi bien par le pôle de l'esprit que par le pôle du cœur. Et en coaching, on passe par deux exercices différents justement pour les déprogrammer. Nos croyances se forment principalement à travers notre environnement entre 0 et 7 ans, tant au niveau individuel que collectif. On a vu qu'on avait deux types de croyances et qu'on les reconnaissait en fonction des émotions qui nous traversaient lorsqu'on avait affaire à ces deux types de croyances-là, donc soit positives, soit limitantes. Et nos croyances démontrent clairement ce que j'appelle le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc avec l'effet placebo, on a vu que les croyances positives peuvent aller jusqu'à la guérison. On a vu avec l'effet nocebo que nos croyances limitantes peuvent aller jusqu'à la maladie. Évidemment, entre les deux, il y a un spectre, une foule de situations et d'émotions possibles. La pire pour moi étant de vivre une vie, de passer à côté de son plein potentiel. Et notamment dans sa vie professionnelle, d'utiliser peut-être seulement 10 à 15% de son plein potentiel. Donc, pour terminer, il faut bien faire la différence entre deux choses que l'on confond beaucoup trop souvent. C'est d'un côté notre réalité, avec des faits neutres et objectifs, et d'un autre, notre perception de la réalité, qui passe automatiquement par le filtre
de nos croyances. C'est comme si nous avions tous et toutes sur le nez des lunettes invisibles. Lorsqu'on n'est pas au courant de l'impact de nos croyances sur la réalité, on pense que nos croyances on pense que notre perception de la réalité et la réalité sont une seule et même chose. Et donc, dans le cas de croyances limitantes, on est persuadé qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, qu'on n'y arrivera pas, etc. Alors qu'il suffirait évidemment, entre guillemets, de faire un travail sur nous-mêmes pour voir les choses différemment, transformer ses croyances et mettre de côté les meilleures chances de réussite et de bonheur dans sa vie professionnelle et personnelle. Alors, en conclusion de cette belle conférence, ce que je voulais partager avec vous, ce que je voulais vous dire, c'est de respecter la phase du confinement dans laquelle vous êtes. Vous voyez qu'on passe à travers donc différentes phases. Respectez la phase dans laquelle vous êtes. Et quand vous vous sentirez prêt, notamment, donc on a vu que c'était la phase 3, la phase d'appartenance, tranquillement, vous verrez que certainement le confinement est une opportunité extraordinaire. C'est un luxe, ce temps qui nous est offert. Souvent, on court après le temps, on demande du temps. Là, on en a pour justement travailler sur vous et notamment transformer vos croyances et être capable de réinventer votre vie professionnelle, clarifier ce que vous voulez précisément et véritablement dans votre vie pour aligner vos projets avec vos valeurs, vos qualités et vos aspirations profondes. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de faire ce travail-là et de faire du coaching professionnel si vous en avez l'occasion. Mais en attendant, en tout cas, ce que je peux vous proposer, partager avec vous, c'est 3 vidéos qui sont complètement gratuites. C'est des courtes vidéos très pragmatiques avec des exercices pratico-pratiques à faire à la fin de chacune de ces vidéos pour accélérer la réussite de vos projets professionnels. Commencez à vous poser des questions. Donc, ces vidéos sont gratuites. Je vous mets également les supports pédagogiques et les fiches exercices en format PDF avec des propositions de lecture qui ont changé ma vie et qui ont changé également la vie de beaucoup d'autres personnes. Donc, ces vidéos sont complètement gratuites. C'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Ça va prolonger un petit peu l'échange que nous avons donc aujourd'hui. On va pouvoir faire des exercices. Vous allez pouvoir faire des exercices pratico-pratiques donc, à travers ces 3 vidéos-là. Alors, je vais vous montrer concrètement comment y accéder. Donc, vous voyez le lien qui est en dessous donc, de ce slide. On va y aller ensemble. On va cliquer voilà, sur ce lien-là. Sarah, notamment, va également mettre ce lien dans le chat. Oui, c'est déjà fait, Marine. J'ai mis ce lien dans le chat. Merci beaucoup, Sarah. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur le lien, vous atterrissez dans la rubrique cadeaux, d'accord, de mon site internet. Là, vous descendez. Vous avez simplement à mettre votre nom, votre adresse courriel. Vous cliquez sur le bouton jaune « Je veux mon cadeau gratuit ». Et là, vous allez atterrir donc, sur cette page. Pas besoin de regarder dans votre adresse mail, c'est directement sur la page. D'accord. Donc, vous avez 3 vidéos. La première, c'est pour faire votre bilan professionnel. D'accord. La deuxième, c'est pour comprendre votre dynamique intérieure. Et la troisième, c'est pour vous commencer à vous fixer des objectifs, avoir une vision et bâtir un plan d'action. D'accord. Pour maximiser cette opportunité du confinement. Donc, vous voyez, les 3 vidéos sont là en direct. Et puis, quand vous cliquez ici, présentation et exercice, vous avez les supports pédagogiques en format PDF. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir animé ce webinaire avec le groupe Entreprise et Santé. Un grand merci au groupe et à Sarah pour leur invitation. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette conférence avec vous. Merci beaucoup Marine pour cette belle conférence, ce beau webinaire. Puis merci beaucoup pour cette générosité. Marine, Vincent nous a partagé beaucoup de choses qu'elle fait en coaching individuel ou de groupe. C'est vraiment beaucoup de cadeaux. Alors, on a nos participants qui nous remercient, qui nous remercient pour cette présentation, cette belle présentation claire, accessible. Alors, si vous avez quelques questions rapidement, vous pouvez les poser. Sinon, Marine, à l'écran, va afficher ses coordonnées, également les coordonnées du groupe Entreprise en Santé, si vous avez des questions d'ordre plus général. Mais si vous avez des questions plutôt pour Marine, elle va afficher ses coordonnées. Effectivement, Marine, à l'écran, il y a le sondage de satisfaction de la conférence. N'hésitez pas à répondre, à copier le lien
et à répondre aujourd'hui. Vos réponses nous permettent d'améliorer nos formules et puis aux conférenciers aussi d'améliorer leur webinaire ou de continuer dans cette belle lancée. Donc, merci de répondre à nos sondages. Alors, la diapo suivante, je pense que ça va être les coordonnées voilà, de Marine Vincent. Vous avez son site, hein, vous l'a montré, mais vous avez aussi son courriel. Et puis, vous avez nos coordonnées, les coordonnées du groupe Entreprise en Santé également à l'écran. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions, mais vous pourrez toujours lui adresser vos questions si vous en avez. Merci à tous pour votre très belle participation. Je suis vraiment impressionnée par votre dynamisme aujourd'hui. Merci vraiment pour vos réponses, vos belles réponses. Merci. Je vais réactiver la caméra. Merci beaucoup, Marine Vincent, pour encore cette belle conférence de qualité. Vous recevrez donc d'ici peu l'enregistrement de ce webinaire que vous pourrez partager avec vos collègues, collaborateurs, employés et puis également la présentation en PDF donc d'ici demain matin au maximum au plus tard. Donc voilà, merci également à tous nos partenaires dont les logos vont apparaître à l'écran. Leur soutien nous permet de vous proposer de belles choses pour vous aider et vous soutenir. Donc merci pour leur soutien. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Marine, très bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, Au merci. revoir.